Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Là j'ai trouvé un super coin à ortie sur le chemin donc vous connaissez, que je vous ai montré hier. Hop. Donc j'ai rempli pratiquement ma poche donc d'ortie. C'est une poche de Delhi. Delhi est une mini market, c'est marqué, hein, c'est à Moscou, c'est un supermarché bio. Voilà. Donc où je vais quand je vais à Moscou. Voilà, super intéressant. Ah ben maintenant je vais gentiment aller faire mon retour. Donc je vais reprendre un petit chemin. Donc j'avais quelques réponses. On va poser des questions. D'abord sur toutes ces violences qui sont à craindre. Et là, en fin de compte, on parle toujours de la violence des gens qui cassent tout, ceux qui s'insurgent. Hein. Cette violence insurrectionnelle est une violence réactive à la violence d'État, hein, tout simplement. Alors, il y a d'abord la violence d'État, qui est d'appourrir les gens, de les pourrir de taxes. Ça, c'est pour moi la première des violences, hein, avec des responsables qui vous négligent et qui vous prennent pour descendants des presque rien, même pas des presque rien, des gens qui ne sont rien. Et puis, voilà, on ne parle que dans le Nord, c'est des illettrés, des consanguins, voilà, des analphabètes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au bout d'un moment, les gens en ont marre, quoi. Donc, cette violence institutionnelle, c'est une violence que le peuple supporte jusqu'à temps qu'il pète les plombs. Voilà. Et quand il pète les plombs, c'est une violence réactionnelle. Et vous avez une troisième violence, c'est la violence répressive de ceux qui veulent protéger. Il y avait du pissenlit. De ceux qui veulent protéger la première violence, hein, la violence institutionnelle. Hop. Du bon pissenlit. Voilà, ça c'est très bon l'amertume. Hein. Il faut manger. Hop, tant que j'y suis, encore un petit peu d'ortie. Donc c'est vrai, quand je suis dans un paradis d'ortie comme ça, j'ai vraiment envie de tout manger. Hein. Ça c'est mon côté matérialiste. Hein. Donc, et plus j'écoute les discours des gens, aussi bien des politiques que des autres, hop, encore du pissenlit. Je pense que tous on est d'accord, hein, que ça vient des années 80, ils sont tous d'accord. Que toute la connerie est passée par là. Alors voilà ce que j'appelle ma salade sauvage. C'est du plantain, tout simplement. Et puis donc, évidemment j'en prends, mais pas beaucoup, parce que c'est au bord de la route. Voilà. Et puis bien sûr, un petit peu de merveilleux pissenlit. Alors je prends 3-4 feuilles, hein, je laisse la plante entière. Je prélève que quelques feuilles. Hein. En gros, c'est... Oui, le truc, ce serait comme un chasseur qui prélèverait que une ou deux pattes de gibier, si je puis dire. Bon. Super pissenlit. Voilà. Et c'est vrai que quand on marche, on tombe encore des orties, mais là ces orties elles sont du côté de la route, vous voyez. Donc elles sont belles, elles sont pas trop piquées, elles n'ont pas de taches brunes, elles sont jeunes en plus, donc ça vaudrait le coup de prendre un petit peu le haut, les 5-6 feuilles du haut. Voilà, alors je ne parle pas de soupe aux orties, hein, qu'on soit d'accord, hein. Je parle de jus, hein, je parle de faire des jus. Je crois que c'est bon là, hein, en ortie, en plantain et en... J'ai ce qu'il faut. Plantain, ortie, oulala. Ortie, plantain et
Et puis si on dit ça va, j'ai largement ce qu'il faut. Donc là je vais dans un coin que je connais pas. Oui, ça vaut le coup hein, de se retrouver comme ça, sans vélo. Moi là où je m'emmerde le plus, c'est quand je suis en voiture, hein. Quand j'ai des copains ou des copines qui ont des bagnoles, là je prends 6 kilos d'un coup quoi. Parce que voilà, le cul assis, ça va un moment quoi. Donc pour moi c'est plus important de faire des balades à vélo. Le problème en vélo, je ne peux pas être dans des coins comme ça quoi. Donc j'ai bien un VTT qui est très lourd, là il y a encore, c'est bourré d'orties. Alors on est dans un coin qui est protégé là, donc évidemment on va aller loin de la route. Mais je vais éviter les sentiers qui sont pleins de merde. Voilà. Donc là je sais pas où ça va, les gens courent. Donc je vais dans ce coin là. Voilà, donc on est là, on est à côté de la route. Voilà, donc j'avais pris quelques notes. On m'a dit pourquoi, puisque tu as parlé de la résistance, etc., pourquoi tu n'as pas parlé des soldats américains. J'aurais parlé des soldats américains, on m'aurait dit pourquoi tu n'as pas parlé de la résistance. Alors les soldats américains, effectivement, d'après ce que disait un ancien, qu'il faut écouter les anciens quand ils seront morts. On n'aura plus que les films d'Hollywood pour nous dire ce qu'était la vérité. Donc vous avez bien compris. Hein. On aura Disney, Pixar, Hollywood. Et en fin de compte, on ne saura absolument rien de ce qui s'est passé. Donc effectivement, comme je dis hier, les Américains, leur plan c'était de faire de l'Europe. Et d'ailleurs ils l'ont fait. Hein. Ils nous ont envahis, comme disait Eddie Mitchell, en crédit et en stéréo. Donc on s'est mis à l'American Way of Life. Et on a adopté Disney. Le rock'n'roll. Les milk bars avec le jukebox, avec Bill Haley, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème, quoi. Sauf que, je veux dire, les gens qui voulaient aller en première ligne, qui voulaient débarquer, il n'y en avait pas tant que ça. Donc d'après ce que j'ai compris, hein, contrairement à ce qu'on voit dans les films, hein, c'est plus les 12 salopards multipliés par 30 000 que... c'est plutôt les 12 000 salopards ou les 120 000 salopards. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont promis un petit peu la liberté, et comme on faisait avant, en droit de pillage, hein, à des prisonniers. Donc ils ont ouvert les prisons, et puis voilà quoi. Et puis ils les ont mis en première ligne. Comme on est dans les années 30-40, hein, donc les prisons sont bourrées de blacks, hein, comme actuellement, hein, aux États-Unis encore. Enfin encore aux États-Unis, je veux dire. Et donc ils sont retrouvés, donc un paquet de blacks qui sont retrouvés en première ligne, voilà, donc au débarquement, et puis qui ont violé des centaines de femmes à Caen la première semaine. Je crois qu'il y a eu près de 500 femmes violées, un truc comme ça. Donc évidemment personne n'en parle, parce que voilà, on doit tout aux Américains, puisque les Russes étaient nos ennemis, soi-disant, donc il fallait tout donner aux Américains. Les Russes aussi, hein. Je veux dire qu'ils en ont violé, hein. Ils ont surtout violé les femmes d'officiers à Berlin, parce que les autres étaient trop maigres. Elles n'étaient pas appétissantes. Voilà, donc là je suis dans un coin, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je passe par là? Est-ce que je continue sur la voie la moins boueuse? On va voir. Je crois que c'est super beau, là, il y a des bois et tout. Ah, je suis désolé, je suis obligé de casser mon rythme. Ah, c'est vrai que hier je suis rentré, j'avais les pompes vraiment boueuses. Je crois que c'est là où il y a des gens qui campent. Ouais, il y a un mec qui campe là-bas, je sais pas si vous voyez. Il y a une toile de tente dans le bois. Donc là, je suis déjà passé par là. Donc effectivement, je vais changer. Je vais changer de coin. Ça va me permettre de découvrir d'autres horizons. Donc oui, il y a eu des viols. Il y a eu des milliers de viols par les Américains. Donc, le viol est une façon aussi de conquérir un territoire, sachant que, comme je dis, la guerre en France, elle a duré 6 semaines, on s'est rendu, on est passé aux Allemands, je dirais pas les noms des rues étaient marqués en allemand, mais presque, hein, en France. Donc on s'est retrouvé complètement dans un territoire allemand, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc pour les Américains qui venaient, ils venaient dans un pays d'Allemands, un pays en guerre, un pays où il fallait tuer, violer, qu'il fallait asservir, quoi. Ah, j'aurais pu passer par là. Ah, je me suis allongé. Je suis juste à côté d'où j'ai ramassé les orties. J'ai fait un sacré crochet, quoi.
D'accord, c'était même pas la peine. D'accord. Donc je passerai par là la prochaine fois. Bon, faut des bonnes bottes hein, quand même, hein, parce que c'est de la bouillasse. Voilà donc... Puis bien sûr, quand je parle de violence, il y a plein de gens, ouais, on va y aller, on va tout casser, donc pour demain là, hein, donc on va tout casser, on va y aller. Ouais, c'est des gens qui ont joué aux jeux vidéo, qui maintenant regardent Vikings sur Netflix, donc ils sont tatoués des dragons et des loups, et ça y est, ils veulent tout casser maintenant. Ils n'ont jamais tenu un fusil, ils n'ont pas fait leur service militaire, ils n'ont jamais été formés au combat urbain avec des vraies armes, mais ils veulent tout casser. Bon, bah, pourquoi pas, hein, je veux dire. De toute façon, on ne peut pas faire une révolution vraiment sans violence, je pense pas. J'espère que ce sera possible un jour. J'espère qu'il n'y aura pas de mort. Mais bon, on fait venir des snipers, on fait venir des blindés, voilà. Je sais pas. Est-ce qu'il y aura un week-end 5 ? Je sais pas. S'il y a quelques morts, il n'y aura peut-être pas de week-end 5. Alors tous à Paris, je sais pas, pourquoi pas. Alors, maintenant je suis arrivé déjà, donc je vais changer. Sinon je vais arriver trop tôt en ville. Ouais, alors les gens me demandaient aussi, on aimerait bien avoir plus de renseignements sur les arts martiaux russes et les arts martiaux philippins comme le Kali. Alors moi ce que je sais des arts martiaux philippins et du Kali, du Penchak et tout ça, indonésien, tous ces arts asiatiques, c'est mêlé, comme j'ai déjà expliqué, c'est mêlé avec une sorte de magie, vous voyez, donc ce sont... Là, il y a du vent. C'est des arts martiaux mêlés à la magie, à plusieurs religions. Souvent, c'est, comme je dis, c'est moitié, on va dire, je ne vais pas vous faire le coup de Marius avec 4 quarts ou 5 quarts, ou 5 moitiés ou 3 moitiés. Voilà. Donc en fin de compte, il y a un peu de religion islamique, un peu de religion animiste, de la magie noire, du chamanisme bien sûr, et un peu de technique martiale. C'est-à-dire qu'ils vont faire par exemple des katas avec des machettes, seulement les machettes, ils vont mettre dessus des araignées, quoi, du venin d'araignée ou du venin de scorpion. Donc là, on est loin de l'art martial tel que nous on l'entend, hein, c'est-à-dire l'art martial sportif, enseigné en France. Ce que vous voyez en France, bah, le Kali c'est pas du Kali, le Penchak c'est pas du Penchak. Sinon ce serait interdit. Et quant aux arts martiaux russes, et ben bon, bah, la Russie c'est plus proche de chez nous que l'Orient, donc les traditions se ressemblent un peu plus. C'est des chrétiens, c'est des gens qui pratiquent voilà, comme faisaient nos chevaliers avant, quoi, c'est-à-dire avec le divin, hein, c'est-à-dire pour eux la force qu'on appelle prana, chi, pneuma en grec. Bah pour eux c'est la force, ils appellent ça la force. C'est la force divine, c'est Dieu qui est en eux, hein, et puis ils supportent des trucs pas mal. Hein. Donc c'est pas vraiment ésotérique, c'est assez religieux, mais voilà, c'est notre religion à nous, Européens. Hein. Je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé là, parce qu'on parle de blocage, là, de faire beaucoup de blocage de produits là pour les supermarchés. Alors, sauf que dans les années 70, il y a eu une sorte de manipulation, je pense. Hein. Donc c'était l'histoire de Béguincy. Hein. Moi, j'avais une dizaine d'années, donc je m'en souviens encore, parce qu'on avait été au supermarché, comme tout le monde, faire des stocks de sucre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de prendre, par exemple, plus de 10 kilos de sucre chacun. Alors les gens, ils venaient une fois, 2 fois, 3 fois, ils envoyaient les gamins, ils envoyaient les femmes, la grand-mère, la belle-mère, tout ça, tout le monde allait chercher du sucre au supermarché, quoi. Et parce que, soi-disant, on allait être en manque de sucre. Alors que la vérité, c'est au contraire, il y avait des cargos qui étaient en mer, hein, qui allaient arriver dans les entrepôts, et puis le prix du sucre avait vraiment chuté, et puis voilà, ils étaient emmerdés, quoi. Ah, il y a un bois là, super. Par contre, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'essaie de trouver quelque chose qui soit joli, un coin joli. Là, c'est un petit chemin. Oui, donc en fin de compte, il n'y avait pas du tout de, comment on peut dire,
de pénurie, en fin de compte. C'était quelque chose qui était organisé pour que, comme le taux avait chuté, il fallait vendre tous les stocks. Et puis il fallait accueillir les autres sans qu'il y ait d'inflation. Enfin, j'ai appris ça avec l'histoire de l'inflation. Ou parce que justement le taux de banane avait chuté en départ de la Martinique, que ça coûtait trop cher de l'amener et de le vendre, donc ils avaient largué les bananes dans la mer, hein, tout simplement. Hein. Des gens qui laissent des poches. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Ouais, par rapport aussi au fait que si jamais on bloque tout, on n'aura plus rien à bouffer, quoi. Et puis Macron, on n'aura rien à foutre. Maintenant, voilà, c'est voulu, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais noté de plus? Regardez ce bois comme il est super. Voilà, alors le problème du sucre, en fin de compte, c'est qu'on en a foutu partout. On en a donné partout, et en fin de compte, le sucre, c'est une drogue. Hein. Moi, je me souviens d'un livre que vous pouvez trouver qui s'appelle Le mal du sucre, qui rejoint toutes les études actuelles sur le sucre. C'est pour expliquer que c'est une drogue qui est 40 fois plus forte que en dépendance, hein, que l'opium. Et donc vous connaissez cette expérience où on donne du glucose, hein, donc du sucre à des rats et qui étaient accros à la cocaïne. Et en fin de compte, un champignon là. Hop, pour ceux qui s'y connaissent, hop, les mycologues, on en trouve un peu partout de ça. C'est vrai qu'il fait un temps à champignons aujourd'hui. Regardez ces bois. Ouais, c'est pas beau ça? Passer des heures ici tous les jours, hein, même quand il pleut, c'est vraiment super. Voilà, donc on fait le compte. Oui, c'est beau là, il y a du vent là. Ça va. Je vais recommencer dans les bois. Ouais, ça va. Le sucre vous accroche, quoi. Dans le livre de Mal du sucre, l'auteur, qui était une infirmière, disait. Ça vous tuera pas, ça vous donnera envie d'être mort. Privez un gamin de sucre, vous allez voir, donc, comme il s'énerve, hein, c'est comme un gars à jeu vidéo quand il a paumé son jeu vidéo et qui casse l'écran. Hein. Un gamin privé de sucre, moi j'en ai vu se rouler par terre. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Hein. Le gamin il marchait comme ça au bras de sa mère, je lui donnais à peu près 5-6 ans, quoi. Et puis le gamin il n'avait pas vu qu'il y avait un marchand de glace, donc il passe tranquillement comme ça, puis hop, son œil se tourne comme ça, il fait ça, il voit le marchand de glace, il tire sa mère le tire parce qu'elle n'a pas vu ce qui se passait, et le gamin il se jette par terre en hurlant, comme ça en se laissant traîner sur le dos, parce qu'il voulait sa glace, quoi. Alors évidemment, on dit c'est la faute des parents, maintenant le sucre est en vente libre. Ouais, avant le sucre c'était considéré comme un médicament. Si vous prenez les livres anciens dont je vous parlais avant, et que je vous parlais il y a 2 jours, effectivement, on se servait du sucre, par exemple, pour quand vous avez mal de tête, on peut un petit peu d'eau sucrée. Vous voyez, vous avez un malaise, un petit peu d'eau sucrée. Donc il y avait beaucoup de recettes qui étaient faites simplement du sucre blanc. Hein. Donc c'était considéré comme le tabac, comme le café. C'était vraiment ou les épices. Hein, c'était vraiment très utilisé avec beaucoup de parcimonie. Oui, donc en fin de compte, l'autre jour, je voulais vous parler non pas justement des acides aminés, je cherchais le mot, mais j'ai dû couper là. Donc en fin de compte, c'était les corps azotés. C'était tout simplement que avant on parlait des corps azotés, donc des corps gras, et puis les sucres. Alors les sucres, vous aviez les polysaccharides dont je vous ai parlé, hein, donc c'était les céréales. On ne parlait pas de polysaccharides. Si le nom me revient, décidément, il faut vraiment que je prenne des notes. C'était pas les polysaccharides. Comment on les appelait? Oh, j'aime pas quand il y a du vent. Je vais repasser par là-bas parce que franchement, je suis comme à la voile là, vous voyez. Je fais comme de la voile. Quand il y a du vent, hop, je change de direction. J'adapte ma voile. Voilà. Voilà, donc vous avez les corps
Les corps azotés, donc les corps azotés, c'était les corps qui contenaient des protéines. Et vous aviez donc les oléagineux qui étaient à la fois corps gras et corps azotés, donc qui contenaient des lipides et des protéines. Et vous aviez donc les sucres, si je trouve le nom je vous le dirai, comme le pain par exemple, toutes ces céréales. Et là, je pense que c'est un bouquin des années 40 quand même, 30-40. Alors pourquoi les corps azotés? Pourquoi les corps azotés? Pourquoi pas les protéines? Parce qu'on utilisait très peu ça. Peut-être que le lobby de la bidoche n'était pas encore, puissant à cette époque. Là, il n'y a pas de vent, je crois que je vais rester un petit moment là. Voilà. Et donc, corps azotés tout simplement parce que les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Et les acides aminés sont synthétisés à partir de l'azote de l'air. Donc vous avez des protéines soufrées, vous avez des protéines azotées, mais bon, en général, les acides aminés, par exemple, quand on vous dit vous faites de la muscu, il faut que vous ayez toujours un bilan azoté positif, c'est-à-dire que vous ne soyez jamais en manque de protéines, quoi. Alors, avant que vous soyez en manque de protéines, franchement, je veux dire, on a quand même de la réserve. On a des acides aminés, donc je crois que c'est 80% des acides aminés qu'on utilise, enfin des protéines qu'on utilise, sont faits à partir des cadavres des cellules. Donc vous faites de la muscu ou vous marchez, ou simplement vous respirez, votre métabolisme basal va engendrer la mort cellulaire, qu'on appelle ça l'apoptose. Et en fin de compte, on va utiliser, parce que le corps ne jette rien, on va utiliser le cadavre de ces cellules pour en retirer les acides aminés et resynthétiser de la protéine. Ah, je me retrouve encore dans le vent. Moi j'étais bien dans ce petit côté, dans ce petit coin. Voilà, donc tout simplement pour vous expliquer tout ça, donc c'était les corps azotés. Donc voilà. Donc il y a une époque où tous les gens simples savaient que les protéines venaient du monde végétal. C'est pas pour rien qu'on a massacré les paysans en 14. Et le peu qui est resté dans les années 30, pas 39, 39, oui 39, on va pas dire 39-40, 39, comme disait mon grand-père, en 40, voilà, la guerre de 6 semaines. Voilà, donc en fin de compte, on savait que ces gens-là, ils n'avaient pas besoin de médicaments parce qu'ils connaissaient les plantes, ils étaient autonomes, ils n'avaient pas de crédit, donc ils savaient se soigner, ils savaient manger, ils savaient faire leur briques. Donc vous regardez les vieilles maisons, vous avez un four à tuiles, un four à briques par exemple, un four pour faire le pain, vous avez une petite forge, souvent, dans les maisons de campagne. Voilà. Il y avait un forgeron, évidemment, un charretier qui s'occupait de réparer les roues de char et ferrer les chevaux. Je cherche le nom parce qu'en fin de compte, il y a plein de noms communs qui symbolisent justement les charretiers, les charrons, les forgerons, tous ces gens-là qui vivaient en autonomie, en autarcie. Donc ça gênait un petit peu le système marchand. Et puis après, grâce à Hollywood, on a eu le système du spectacle. Le spectacle marchand, c'est-à-dire le marchandisé. Alors quand on s'étonne pourquoi les artistes ne viennent pas soutenir les gilets jaunes, parce qu'ils sont complètement les putes du système, quoi. Alors il y a Dubosc qui disait « je soutiens les gilets jaunes, on va trouver une solution » et qui, je crois que c'est hier ou ce matin, disait « non, je ne vais plus en entendre parler, ça c'est du passé, les gilets jaunes c'est des mecs violents, je ne vais pas en entendre parler ». Donc est-ce que BHL lui a tiré les oreilles, alors on ne sait pas, mais bon voilà, le principe il est là. Il s'est couché, moi j'attends de voir les artistes. J'attends de voir C'est bizarre parce que vous avez une élection, on sait très bien ce qu'elle vaut cette élection. Hop, le lendemain, vous avez des gens qui font des concerts sur les Champs-Élysées, un petit peu partout dans Paris pour fêter les élections, pour fêter tel ou tel événement. Comme ça, spontanément, ils ont des pancartes, ils ont des t-shirts, je ne sais pas d'où ça sort, comme ça du jour au lendemain. Et puis là, il y a les gilets jaunes et personne n'a de t-shirt, personne vient faire des concerts gratuits sur les Champs-Élysées.
pour la victoire du peuple. Ils ont voté contre le fascisme et ils ont fait des des concerts à droite et à gauche, donc le monde artistique. Et là, que le peuple se réveille, les artistes, comme je disais, dans l'ancien temps, ils étaient enterrés comme des chiens parce qu'ils étaient excommuniés d'office du fait que ce sont des monteurs professionnels. Donc les danseuses, les machins, les danseuses étaient considérées comme des prostituées, ce qu'elles étaient, et elles dansaient pour vendre leur corps. On le voit dans les bouquins romains, quand ils ont trouvé où il y a eu le Vésuve là, qui a explosé, là, ils ont refait des recherches, il y a eu des nouvelles découvertes, et ils ont trouvé justement des bars, des sortes de bars à côté des cirques, où justement il y avait les tables où on servait les clients et les chambres où les serveuses pouvaient, et serveuses qui étaient des danseuses aussi, qui pouvaient arrondir leur fin de mois. En fin de compte, voilà, c'était connu que les serveuses, les danseuses, c'était des prostituées, je veux dire, c'était le même métier, ça. Et les troubadours, les machins, les pages, les machins comme ça, les ménestrels et tout, c'était comme maintenant, c'était encore des gens un petit peu bizarres, qui avaient leur statut à part et qui ne vivaient que des subsides de l'État, c'est-à-dire des mécènes, de ce qu'on leur donnait, ils faisaient la manche, mais souvent ils avaient des sortes de pensions, donc voilà, c'était comme ça. Donc je comprends Dieudo quand il dit que s'il n'y a personne dans la rue, c'est parce que c'est toutes des putes achetées par le système, et puis voilà quoi, on sait quel système. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc alors je vous conseille évidemment de ne pas aller vers la violence. Maintenant, comme je dis, c'est une violence réactionnelle, ça ne se guide pas parce que vous êtes là tranquillement, vous faites votre manifestation pour dire on en a marre de cette violence institutionnelle et on vous balance des lacrymos des toits, alors que vous êtes en train de marcher, on vous balance des lacrymos. Bon, c'est vrai que je comprends que vous pouvez avoir une réaction instinctive de violence, réactionnelle, voilà. Parce que là, on ne peut même pas dire que c'est la violence que vous recevez est une violence répressive parce que vous ne faites rien. Vous êtes là, vous marchez et puis on vous tire dessus, et alors qu'en fin de compte, vous n'avez rien fait. Donc là, c'est même plus de la répressive, là, c'est toujours la violence institutionnelle qui a un bras armé, et ce bras armé tire sur une foule qui marche tranquillement, parce que je l'ai suivi en direct, samedi, et j'ai bien vu les gens qui marchaient tranquillement, qui filmaient en direct, et les cordons de policiers les laissaient rentrer. Il refermait derrière, il est bloqué, et puis il est gazé. Le reportage de Vincent Lapierre l'explique très bien, donc où il explique la manifestation numéro 3, là, comme ça, il se promenait tranquillement avec les gars, il filmait, tout se passait bien, et tout d'un coup, les métros sont fermés. Les stations de métro sont fermées, les camions bouchent les sorties, ils sont bloqués place de la Victoire, et là ils sont gazés. Place de l'Étoile, pardon, et là ils sont gazés. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à une exécution, et comme il a très bien compris d'ailleurs, Vincent Lapierre, c'est que c'est juste pour les punir, pour leur faire du mal, juste pour les mater, juste pour, comme on tapait avant sur les esclaves, pour ce qu'ils appelaient les nègres, c'est-à-dire on leur tapait dessus, ou comme les Français ont gazé les Algériens dans des grottes en Algérie, à l'époque de Napoléon, là où ils les ont enfumés, la conquête, à l'époque de la conquête d'Algérie. Les réfractaires, ils les enfermaient dans des grottes et puis ils les enfumaient jusqu'à temps qu'ils meurent. Comme ont fait les Japonais, oui, à Okinawa, un truc comme ça. Oui, bref. Voilà, on est dans un monde vraiment, vraiment bizarre. Et donc la violence, évidemment, il y en aura forcément parce qu'elle sera réactionnelle, tout simplement. Je ne l'encourage pas, mais on peut pas vous empêcher de ne pas vous laisser taper sur la gueule comme ça sans rien dire. Ça fait déjà des années, 50 ans qu'on fait ça. Et donc il y a un moment, voilà, j'encourage pas la violence, d'aucun côté. Mais malheureusement, forcément il y en aura, qu'on le veuille ou non. Donc
bon courage à tous et à toutes qui y seront. Moi je serai au boulot parce que je ne bosse que le week-end. Donc en partant un week-end, eh ben, je perds un quart de ma capacité de travail. Et si je devais manifester tous les week-ends, eh ben, autant que je ferme le club. Bon là il se remet à pleuvoir, donc je vous dis à très bientôt. Et puis prions pour demain.